Bonjour à toutes et bonjour à tous, que vous soyez résident en Guyane, en métropole ou en Outre-mer. Le Centre spatial guyanais est ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce 257e lancement d'Ariane 5, lancement qui prévoit de mettre en orbite aujourd'hui deux charges utiles. Measat 3D, tout d'abord, un satellite de télécommunication malaisien, et puis aussi GSAT 24, un autre satellite de télécommunication, mais indien, celui-ci. Voilà, vous le savez, depuis quelque temps, suite au conflit en Ukraine, les autorités russes ont décidé d'arrêter les lancements de Soyouz en Guyane. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le lancement du célèbre lanceur européen Ariane 5, que nous avons attendu avec impatience, puisque son dernier vol commence à dater un petit peu. Il date du 25 décembre 2021, donc c'était l'an dernier, avec l'envoi dans l'espace du célèbre télescope spatial James Webb. Alors ce soir, vous avez le choix. Vous avez le choix entre deux retransmissions en direct et en parallèle en fonction des choses qui vous intéressent. Si vous vous intéressez plus particulièrement justement à ces deux charges utiles, à ces deux satellites, à leurs caractéristiques techniques, à la mission de ce soir, eh bien n'hésitez pas à basculer sur la chaîne YouTube d'Ariane Espace, dont le lien va s'afficher dans le chat. Si par contre vous voulez découvrir un peu plus sur les coulisses de la préparation d'un lancement, eh bien ne bougez surtout pas, vous êtes exactement au bon endroit sur la chaîne Twitch du Centre spatial guyanais. Nous allons rester environ 1 heure ensemble en direct jusqu'au lancement, jusqu'au décollage qu'on espère, qui devrait arriver si tout est prévu, si tout se passe bien, à 23h03 heure de Paris, 18h03 heure de Kourou, avec une fenêtre qui fait que même s'il y a un souci, s'il faut attendre un peu, eh bien on pourra aller jusqu'à minuit 43 heure de Paris et 19h43 heure de Kourou. Voilà. Je m'appelle Pierre, je suis médiateur scientifique et nous allons partager donc l'heure qui vient avec nos deux invités que nous allons retrouver maintenant. Et je ne vais pas les présenter, ce sont elles qui vont se présenter. Je vous laisse toutes les deux nous dire rapidement qui vous êtes et puis ensuite on va discuter évidemment longuement ensemble. Isabelle, qui es-tu et que fais-tu ? Bonsoir Pierre, bonsoir tout le monde. Je suis Isabelle Claus et je suis responsable transport transit sur le CSG depuis 8 ans et demi maintenant. D'accord. Et de l'autre côté, j'ai à ma gauche. Bonjour, donc Mathilda Couture, je suis responsable moyen charge utile au CSG depuis presque 3 ans maintenant. D'accord. Donc effectivement, nous allons ce soir nous intéresser à tout ce qui concerne l'accueil et la prise en charge justement de ces fameuses charges utiles au Centre spatial guyanais. Alors juste avant que l'on ne revienne vers vous et que l'on passe justement du temps à découvrir votre métier, eh bien nous allons d'abord faire un petit tour vers le MIO. Alors le MIO, c'est quoi ? Le MIO, c'est le mur d'image opération. Et c'est l'endroit où se trouvent justement tous les cadrans. S'ils sont tous verts, eh bien la procédure de lancement peut continuer. On espère évidemment que aucun de ces voyants ne passe au rouge. On surveille évidemment en particulier le voyant qui est tout en bas à droite, c'est-à-dire le voyant météo. C'est souvent à cause de lui qu'on peut avoir affaire soit à un délai, soit même à un report de lancement. Mais pour l'instant, eh bien, ce MIO est parfaitement vert. C'est une très très bonne nouvelle. Et donc on va pouvoir revenir vers vous, Isabelle et Mathilda. Isabelle, je te propose qu'on commence par toi. Qu'est-ce que tu en dis ? C'est la logique des événements, on va dire.
Allez, très bonne remarque. Pourquoi est-ce que c'est la logique des événements? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, en gros, déjà ton travail? Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est transport, logistique et dédouanement des satellites, leur arrivée en Guyane, et l'acheminement jusque sur les différents sites du CSG, et ensuite je passe le bébé à Matilda. Donc, il y a d'abord une phase de préparation qui consiste à échanger beaucoup avec le client pour reconnaître ses exigences, tous ses besoins en termes de moyens, en termes de transport spécifique, type remorque sur BC, température dirigée, les moyens de manutention, brutage, chariot élévateur, etc. Tout ce dont il a besoin et qu'on doit mettre en œuvre le jour J pour le transport du satellite et des accessoires. D'accord. Donc énormément de choses à mettre en place d'un point de vue logistique, d'un point de vue déplacement, au niveau du matériel. Donc j'imagine aussi la nécessité de s'adapter à chaque charge utile, hein, puisque on ne s'occupera peut-être pas forcément de la même manière d'un satellite, d'une sonde spatiale, donc des choses particulières à faire à chaque fois, c'est ça? Et puis le client qui est différent. Le client est différent, chaque client a ses spécificités en termes de transport. Après, ce qui est dans le conteneur, nous, on n'y touche pas. Donc, pour nous, on transporte une boîte. Donc, c'est plus la manutention de la boîte qui va nous intéresser. D'accord. Des boîtes qui ont le même format ou qui peuvent varier aussi? Oh, les formats varient beaucoup puisqu'on peut aller du format boîte à chaussures à format 15 15 de long par 5 de large. D'accord, effectivement. Donc il y a une certaine variation. Alors, quoi de mieux pour illustrer tout ça que quelques images et quelques photos? Alors vous nous avez toutes les deux envoyé justement un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre, nous, de mieux nous rendre compte de votre travail, de ce qui se passe, et puis vous allez pouvoir nous expliquer tout ça. Donc je te propose, Isabelle, que pareil, on continue avec toi. Je vais mettre la toute première image que tu nous avais proposée, qui n'est pas une image, qui est une vidéo. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'on voit ici? Donc sur cette vidéo, c'est un des derniers conteneurs satellites qu'on a reçu. Donc l'avion, c'est un C-17, donc avec un déchargement par l'arrière. Et donc on a discuté avec le client pour connaître évidemment le type d'avion avant son arrivée, la manière dont il entendait procéder au déchargement, de façon à ce qu'on puisse mettre en face les moyens adéquats. Donc là, le conteneur est descendu sur la rampe de l'avion, avec un treuil, et poussé ensuite hors du périmètre de l'avion pour pouvoir être gruté sur la remorque de transport. D'accord. Un déplacement qui visiblement se passe de nuit, ça j'imagine que de jour ou de nuit, là, il n'y a pas trop de différence entre les deux? Non, la procédure est exactement la même. En fait, nous, on est tributaire du plan de vol de l'avion et donc de son arrivée à l'aéroport ou au port d'ailleurs. Hein. Les arrivées maritimes peuvent également se faire de nuit. D'accord. Est-ce que le fait de privilégier le transport maritime ou le transport par avion, est-ce que c'est un choix du client? Est-ce que c'est vous qui le proposez? Comment ça se passe? Non, tout ce qui est transport, en fait, jusqu'au port ou à l'aéroport d'arrivée, c'est le domaine du client. Donc, c'est lui qui choisit le moyen le plus adapté en termes de délai, en termes de coût, en termes de capacité de transport, etc. D'accord, ok. Alors du coup, on va passer à l'image suivante, hein, si tu veux. Hop, alors cette fois-ci, alors cette image est intéressante parce qu'on t'y voit toi, c'est ça? C'est ça, c'était sur une arrivée de Nanosat. Donc la caisse grise qu'on voit, c'est un conteneur satellite. Et du coup, il faut être un peu polyvalent et pouvoir manipuler les colis, donc avec des chariots élévateurs de différentes capacités. Là, c'est un petit chariot. Donc c'est-à-dire que toi, tu alternes vraiment entre le travail de bureau avec tout ce qui est organisation, logistique, etc. Et puis tu vas sur place et tu mouilles le maillot, si j'ose dire. C'est ça. Donc, je dirais que sur une campagne, on va dire c'est du 50-50. Il peut y avoir une très grosse phase de préparation pour les campagnes un peu hors normes, mais pour une campagne standard, ça va être du 50-50.
D'accord, ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette photo ou on passe à la suivante? Oh non, tu peux passer à la suivante, celle-ci. Oh non, tu peux passer à la Pour voir suivante, Allez. pour voir les différentes tailles de cette photo, justement. Ok. Alors du coup ici on a quelque chose de beaucoup plus gros évidemment et le moyen de transport a changé. Oui, donc là, c'était également une arrivée, une des une dernières et arrivées donc qu'on a eues. Et donc là, on voit que ça arrive par bateau. C'est un navire roulier, c'est-à-dire que les colis transportés entrent et sortent du bateau la plupart du temps par leurs propres moyens, donc sur des remorques. On a juste fourni donc le tracteur qu'on a attelé à la remorque et on l'a sorti du navire sur une rampe. D'accord. J'imagine que, évidemment, en termes de temps, le voyage bateau est beaucoup plus long que le voyage avion. Qu'est-ce qui fait qu'un client va privilégier l'un plutôt que l'autre? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est le temps de voyage? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça va être la disponibilité des moyens de transport. Donc là, la seule solution pour celui-là, c'était le bateau, donc ils ont pris le bateau. D'accord, ok, donc la disponibilité. Au passage, je tiens effectivement à dire un grand bonjour aussi à toutes les personnes qui se sont connectées sur Twitch, qui nous écoutent, qui nous regardent, qui nous soutiennent. Merci à vous d'être là, merci d'interagir avec nous. Et bien évidemment, si vous avez des questions pour Isabelle, n'hésitez surtout pas à les poser. On va les mettre de côté pendant quelques minutes et puis ensuite évidemment on fera remonter à Isabelle ses questions et comme ça eh bien, on pourra discuter un peu ensemble. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui est dit maintenant, posez-les dans le chat, on les garde de côté et puis on en parlera d'ici quelques minutes. Voilà. Isabelle, on passe à l'image suivante. Alors, c'est une image un petit peu plus large qui nous montre le même débarquement, c'est ça? C'est c'est exactement le même débarquement, mais on voit bien que c'est un bateau qui est roulier avec une rampe, et donc on est obligé de jouer un peu avec la marée pour que la rampe soit la plus plane possible pour les remorques surbaissées qui n'ont pas beaucoup de hauteur. D'accord. Est-ce qu'il y a plusieurs ports, plusieurs endroits d'arrivée pour les bateaux, ou est-ce qu'il y a un seul endroit qui est le port classique? Non, on peut recevoir donc à des Cannes, qui est le port de Cayenne, ou à Pariacabo, qui est le port de Kourou. D'accord. Indifféremment l'un et l'autre, j'imagine, là encore, en fonction de la disponibilité et en fonction du navire qui est affrété? Ça va plus être en fonction du navire qui est affrété, puisque le tirant d'eau pour aller à Kourou n'est pas énorme. Donc ce sont vraiment des navires particuliers qui peuvent accoster. D'accord, ok, ça marche. Et donc, une fois que tout ça est mis à terre, eh bien, il va falloir que l'on soit à l'aéroport ou qu'on soit au port, eh bien, transporter tout ça jusqu'au centre spatial, c'est ça? C'est ça. Donc une fois que les colis, une fois que tout est déchargé, que ce soit avion ou bateau, on forme le convoi et on monte vers le CLG. Ça prend environ 2h30. 2h30 de transport. Est-ce qu'il y a nécessité de fermer la route? Parce que j'imagine qu'on a une certaine largeur, en tout cas pour certains conteneurs, certaines charges utiles. Est-ce que tu fermes entièrement la route ou est-ce que ça peut passer comme d'habitude? Non, on ne ferme pas la route. Tous les convois sont escortés par la gendarmerie. On roule à 50 km/h, donc ça fait beaucoup d'incidents pour les gens qui sont coincés derrière, mais il est impossible de doubler. Et ceux qui arrivent en face se font écarter par la gendarmerie, qui nous font mettre sur le côté pour qu'on puisse passer. D'accord, vous êtes prioritaire avant tout, évidemment. Oui, oui. Ok. Et ici? Donc une fois qu'on a fait la route, ce qui prend un certain temps, donc on arrive sur les EPCU, les endroits où on livre le matériel, et donc on se met en position pour pouvoir ensuite décharger dans les différents sas. D'accord. Au passage, je regarde dans le chat, et Idéariane du blog Rêve d'Espace te demande si le port qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que c'était celui de Cayenne ou de Kourou? C'était Cayenne. C'était Cayenne, d'accord.
Allez, on continue un petit peu. Donc, nous arrivons presque à la destination finale, en tout cas à la partie où ton job à toi va s'arrêter, mais c'est pas encore tout à fait fini. Non, puisqu'une fois qu'on arrive sur les EPCU, donc on se positionne en face du SAS dans lequel on doit livrer le conteneur satellite. Une fois qu'on est en position, donc on est en contact avec le RMCU, qui nous dit s'ils sont prêts à l'intérieur à recevoir ou pas. Si tout le monde est prêt, on ouvre les portes. Donc on décharge le conteneur satellite soit avec le pont qui est dans le SAS quand le poids n'est pas trop élevé. Si le poids est trop élevé pour la capacité du pont qui est dans le SAS, on décharge à la grue devant le SAS et on tracte avec un tug, une petite voiture très costaud qui va tracter dans le SAS. D'accord. Alors, j'allais dire le satellite. On parle souvent de charge utile. Est-ce qu'on peut, d'une manière générale, dire que la charge utile c'est très souvent un satellite? Est-ce qu'on peut confondre un petit peu les deux quand on en parle, ou est-ce qu'il faut faire la différence? Alors, là, par exemple, sur la photo, c'est pas vraiment un satellite puisque c'est ATV, donc c'est des éléments cargo qui allaient ravitailler l'ISS, donc on peut pas vraiment parler de satellite. Ok. Mais donc, on peut dire que charge utile égale satellite, oui, la majeure partie du temps. La majeure partie du temps. Et sinon, ce seront des cargo ravitailleurs, et ensuite après, ce sera des sondes spatiales ou des éléments qu'on va éventuellement envoyer plus loin. Donc on a eu aussi dernièrement, donc tu en as parlé tout à l'heure, le télescope, c'est pas vraiment un satellite. Ouais. Le télescope James Webb. Tu t'en es occupé, toi? Tu l'as vu passer le télescope James Webb du coup? C'est moi qui ai traité la campagne. D'accord. Donc s'il est arrivé en un seul morceau et correctement jusqu'au CSG, c'était grâce à toi. En partie. Mais merci beaucoup. Allez, du coup, on est sur la partie déchargement. Donc là, c'est la grue dont tu nous parlais tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, la charge utile était très lourde, elle faisait 31 tonnes. Du coup, elle était au-delà de la capacité de levage du pont du SAS. Donc, on l'a déchargée avec une grue positionnée à l'extérieur du bâtiment. Donc là, on voit qu'il a été levé, la remorque a été évacuée, et donc on le pose à terre. Et une fois qu'il est à terre, les portes du SAS sont ouvertes. Et donc sur la photo suivante, on le voit tracté à l'intérieur. D'accord, c'est ce que tu nous montres ici. C'est ça, on voit le tug, le marque devant, la toute petite voiture là, qui tracte la petite voiture rouge qui tracte le satellite, la charge utile à l'intérieur du SAS. Et tu tractes un cargo rempli avec ce petit véhicule? Oui, c'est très costaud. Effectivement. Et d'ailleurs, on voit aussi la différence de sol. Hein. À l'extérieur, on est encore sur un sol classique, j'imagine du goudron. Et là, on arrive à l'intérieur sur vraiment le sol parfaitement lisse de ce qui s'apparente à une salle blanche, non? Alors, ça y ressemble, mais c'est un SAS donc, qui fait vraiment l'intermédiaire entre l'extérieur et la salle blanche qui doit être propre. D'accord. D'ailleurs, tant qu'on parle de propreté, ce qu'il y a à l'intérieur, justement, se trouve hermétiquement clos. Est-ce qu'on fait très attention à ce que la poussière, la pluie, j'imagine, est-ce qu'il peut pleuvoir pendant un convoi, ou s'il pleut, on attend et on le transfère un peu plus tard? La Guyane étant ce qu'elle est, on ne peut pas attendre qu'il arrête de pleuvoir, ça peut prendre des semaines. Mais donc oui, il pleut bien sûr, et Mathilda te le dira mieux que moi, mais en gros le SAS, ça sert à ça en fait, ça sert à nettoyer et à éviter que les choses sales rentrent en salle blanche. D'accord, ok, ça marche. On passe à l'image suivante, on a bientôt fini. Hop, on arrive au bout, donc là on ferme la porte, c'est ça? Après, effectivement, une fois que la charge utile est à l'intérieur du SAS, on referme la porte et moi, mon travail s'arrête là. D'accord. Et du coup, c'est là où tu passes le flambeau à Mathilda, qui, elle, s'occupe de ce qui vient d'arriver dans cette salle. C'est ça. Ok, d'accord. Alors là, tu viens de me dire que ton travail se terminait à ce moment-là.
On a évidemment un petit peu auparavant discuté ensemble. Il me semble que tu nous avais dit que ton travail ne se terminait pas exactement là. Il reste encore quelques petites choses à faire de ton côté, c'est ça? Alors, disons que mon travail s'arrête là pour tout ce qui est l'arrivée des matériels, mais évidemment, on a des transports intercampagnes, c'est-à-dire que il y a beaucoup de matériel à transporter, il peut y avoir beaucoup de matériel à transporter d'un endroit à un autre dans l'enceinte du CSG. Et une fois le lancement effectué, on a toute la phase de retour, puisque tout ce qui est rentré doit repartir dans son pays de provenance. D'accord. Et donc là, il ne s'agit pas d'un déchargement, mais d'un chargement, c'est ça? C'est ça. En fait, souvent, les conteneurs satellites pleins arrivent par avion pour la sécurité de la charge utile, parce que c'est plus rapide, etc. Mais pour les retours des conteneurs satellites vides, c'est Oui. beaucoup moins onéreux de passer par le bateau. Et donc, ça repart le plus souvent par bateau. Sauf si le client a besoin de sa boîte pour un autre satellite, auquel cas, l'avion attend et ça repart par avion. Mais c'est plus rare. D'accord, ça marche. Ok, donc du coup, là, on a eu une bonne explication de ton travail. On va revenir tous ensemble avec Mathilda aussi. Vous voyez donc tout en haut à gauche, nous avons notre lanceur d'aujourd'hui, l'Ariane 5 qui est donc sur son pas de tir. Le temps a l'air de s'être légèrement éclairci depuis qu'on s'est vu tout à l'heure. Est-ce que tu me confirmes ça, Isabelle, depuis la fenêtre? Est-ce que le temps est un petit peu meilleur? Tout à l'heure, on avait un ciel qui était bien gris et là, je vois de plus en plus de ciel bleu. Il pleut plus et c'est à peu près bleu, c'est mieux. C'est mieux. D'ailleurs, on peut toujours retourner sur le MIO et on n'a toujours pas de problème météo, ni sur les mesures, les télémesures, la télécom. Pour l'instant, tout se passe parfaitement bien. Un autre petit détail, effectivement, qu'on a vu tout à l'heure assez vite et que je me permets de rajouter maintenant, c'est qu'effectivement, nous resterons ensemble donc 1 heure, l'heure qui précède le décollage. À 1 minute du décollage, eh bien, on vous laissera profiter du spectacle. Donc, on mettra la caméra qui montre Ariane 5 en gros plan sur votre écran. On profitera du décollage et des 3 premières minutes. Et une fois que ces 3 premières minutes auront été faites, eh bien notre live, celui-ci, notre direct se terminera. Mais par contre, évidemment, on vous donnera le lien pour continuer l'aventure et la suite sur le live d'Ariane Espace qui continuera encore les choses. Alors du coup, maintenant, eh bien, on peut jeter un petit coup d'œil aux questions qui ont été posées jusqu'à maintenant. Et puis on va remonter tout ça. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez surtout pas. C'est vraiment le moment. Profitez-en. Vous avez l'occasion de pouvoir discuter justement avec du personnel qui travaille vraiment sur le site du Centre spatial guyanais. Donc n'hésitez pas à satisfaire votre curiosité. Nous avons Sixtine qui nous demande quel est le temps moyen entre la prise de commande et le lancement. J'imagine que c'est très variable. Alors honnêtement, ça c'est plutôt une question pour Ariane Espace en vrai, parce que il peut s'écouler des années, je pense, mais je saurais pas dire exactement combien. Ni même à temps moyen, j'en sais rien. D'accord. Et si on parle par contre de la partie dont toi tu t'occupes, c'est-à-dire la partie transfert, est-ce que j'imagine qu'en fonction du pays de départ, la durée du transfert peut varier, si c'est un pays qui est très très proche ou si c'est quelque chose qui vient de l'autre bout du monde. Qu'est-ce qu'on a à peu près comme marge de temps, de voyage entre les plus rapides et les plus longues? Alors, les plus rapides, ça va être ceux qui viennent en avion, mais en fait, nous, c'est le client qui gère tout ce qui est fret, soit aérien ou fret maritime. Et nous, on prend en charge à partir du moment où ça arrive sur le port ou l'aéroport. Donc, ça peut aller de quelques heures, on va dire 24 heures pour une arrivée par avion. Les arrivées par bateau, il faut à peu près 2 semaines pour ce qui vient d'Europe. En gros, 2 semaines pour ce qui vient des États-Unis, selon la côte est ou la côte ouest. Donc, ça peut être assez variable. D'accord, effectivement. Mais rien qui dépasse quelques semaines.
Ça dépend si ça venait, je sais pas, d'Inde par exemple par bateau, ça prendrait beaucoup plus que 2 semaines. Ça prendrait quasiment un mois et demi. D'accord, ok. Mais pour l'instant, c'est pas arrivé, c'est ce que tu es en train de me dire? Non, c'est pas arrivé. C'était trop long justement, donc ils ont trouvé une solution aérienne. D'accord, effectivement. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je regarde sur la chaîne Twitch, voir un petit peu si nous avons d'autres questions. Alors effectivement, il y a un écho. Il y a un écho quand tu nous parles. Petit problème technique qu'on essaye de résoudre le plus rapidement et efficacement possible. On espère tout de même que vous pouvez profiter justement de ce moment et puis en apprendre un petit peu plus justement sur les coulisses. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément souvent l'occasion d'entendre, de voir. Il y a énormément de personnes qui travaillent justement derrière, qui font partie de toutes ces équipes qui font en sorte que au final le lancement s'est bien passé. Et effectivement, à chaque lancement d'Ariane 5 ici sur la chaîne Twitch du CSG, eh bien, nous amenons justement des experts de différents domaines pour justement vous montrer toute l'étendue de ces personnes, de ces professions et puis de ces passions. Justement, passion, est-ce que tu pensais travailler un jour au CSG dans le poste que tu as depuis toute petite? Est-ce que tu rêvais de fusée ou pas forcément? Alors, j'ai toujours rêvé d'aller dans l'espace depuis que je suis toute gamine, mais par contre, je n'imaginais pas du tout qu'il y avait un service transport au sein du CSG, donc ça a vraiment été un concours de circonstances. D'accord. Donc parfois, il y a des heureux hasards, c'est ça? C'est ça. D'accord. Nous avons TB6 qui demande est-ce que la personne qui fait le décompte n'est destinée qu'à ça? Alors je ne pense pas que le DDO ne soit destiné qu'à compter de 10 jusqu'à 0. Hein. Non, je pense qu'il ne serait pas très content qu'on le réduise à... C'est vrai que malheureusement, c'est effectivement ce que l'on en voit, hein, c'est ce que le public voit. Le DDO, hein, je me permets de le rappeler, le DDO, c'est le directeur des opérations. Donc c'est lui qui a en fait la charge que tout se passe bien entre toutes les équipes. Dans un orchestre, par exemple, ce serait le chef d'orchestre, celui qui chapeaute tout l'ensemble. Donc effectivement, il a une grande responsabilité. Et, bien sûr, un lancement n'est jamais réussi que grâce à une personne ou à un groupe. Tout le monde travaille ensemble, mais c'est lui qui va coordonner tout ça. Et c'est lui effectivement qui a le privilège de faire le décompte final. D'ailleurs, vous l'entendrez certainement tout à l'heure. Normalement, on devrait entendre le DDO 20 minutes avant le lancement pour nous indiquer, pour faire un petit point météo. Et ensuite, nous l'entendrons aussi 10 minutes avant le lancement, pareil. Et puis quelques minutes. Donc, vous aurez normalement l'occasion, si tout va bien, d'entendre sa voix. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres questions? Pour l'instant, pas d'autres questions. À quand le prochain décollage d'une mission aussi magnifique que le télescope James Webb? Mais toutes les missions sont magnifiques, non? C'est toujours très émouvant et très prenant de voir un lancement, mais c'est vrai que le James Webb, il avait quand même un petit goût particulier. Et est-ce que, du coup, toi, tu n'as pas pu le voir, le James Webb, c'est-à-dire que tu t'es occupé de lui alors qu'il était enfermé dans sa caisse, hein, c'est ça? Alors, je l'ai amené dans sa caisse, effectivement, mais on a eu la chance quand même de pouvoir accéder à la salle visiteur et donc de le voir de nos propres yeux. Et ça, je dois dire que c'était quand même un moment sympa. D'accord, ça j'imagine. Je t'avoue que je ne suis que jalousie. Alors, Général Lee nous demande la navette emmène quoi ce soir? Alors, c'est pas une navette. Les navettes américaines, elles ont été mises à la retraite depuis quelques temps. Il s'agit d'un lanceur ou d'une fusée. Et donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, ce sont ce soir 2 satellites de télécommunication qui sont les 2 charges utiles à l'intérieur de ce lanceur. Le poids total est assez énorme, hein, puisque là il s'agit d'emmener 11 tonnes au total en orbite. Et leur orbite finale, ce sera l'orbite géostationnaire qui se trouve donc à 36 000 km de la Terre.
mais ça se passera plus tard dans l'espace petit à petit. On met du temps à atteindre ce genre d'orbite. Voilà. Et bien justement, ça c'est parfait. J'ai Paul Ricard qui pose une question et qui demande à quel moment est rempli en ergol le satellite. Si tu veux bien, Isabelle, je te propose que on transfère justement la conversation et puis qu'on aille discuter maintenant avec Mathilda qui est à côté de moi, juste de l'autre côté, parce que si je ne m'abuse, ce sera plutôt de ta compétence, n'est-ce pas? Oui, exactement, oui. C'est pour ma partie, en fait. Ok. Et ben du coup, on va en discuter, on va voir un peu tout ça. Mathilda, est-ce que tu peux du coup nous résumer l'essence de ton travail? En quoi est-ce qu'il consiste? Alors, moi, je m'occupe donc de toute la partie des salles blanches où on va accueillir les charges utiles, donc satellites et autres objets qui sont sur le lanceur. Et on va faire toute la partie préparation avant le lancement. Hmm, On va aider les clients à faire leurs préparatifs, les remplissages en alcool et les transferts vers le bâtiment d'assemblage final. D'accord. Bâtiment d'assemblage final qui est le bâtiment dans lequel, ben, comme son nom l'indique, la charge utile va être montée sous coiffe, tout ça sera posé, érigé, assemblé jusqu'au pâtir final, c'est ça? Exactement. D'accord. Alors, du coup, toi aussi, tu nous avais gratifié d'un certain nombre de belles images, hein. Je te propose qu'on y jette un petit coup d'œil et puis n'hésite pas à nous raconter plus de détails sur tout ça. Alors, exactement comme Isabelle, on va commencer par une vidéo qui nous montre justement l'endroit où tu travailles, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est ce qu'on appelle les EPC, donc Ensemble Préparation de Charge Utile, qui sont des salles blanches. Donc là, c'est le S5, le site numéro 5. On en a 3. Et vous voyez, donc la plus grande partie, c'est là où il y a le hall de transit pour débarquer le matériel. Derrière, il y a le bâtiment très haut qui est la salle blanche. Et on a 2 autres salles blanches plus loin qui sont des salles plutôt pour la partie remplissage des satellites avec des matières dangereuses. On éloigne les bâtiments en fait des personnes. Et entre tout ça, on a des couloirs qui sont aussi propres et qui nous permettent de transférer les satellites d'une salle à l'autre assez facilement, sans utiliser des moyens très lourds, comme on pourra voir aussi tout à l'heure, pour transférer dans un autre bâtiment que sur ce site-là. D'accord, c'est-à-dire que à partir du moment où la charge utile rentre dans le premier bâtiment, ensuite elle se trouve isolée du monde extérieur dans cette partie extrêmement propre. C'est ça, exactement. Donc, nous, une salle propre, juste pour rappeler un peu, une salle propre, c'est on va compter en fait le nombre de particules qui sont et on va définir une catégorie de propreté en fonction du nombre de particules qu'on voit. Et les satellites sont très sensibles à ces questions de propreté des particules, donc on va réduire au maximum cela. On va aussi contrôler température et hygrométrie, qui est on va la réduire pour protéger les composants. On D'accord. va réduire au maximum, on va réduire au maximum Oui, on- dis-moi, je t'ai coupé ou on va réduire au maximum? c'est D'accord. pas moi. Ok, d'accord. En termes de température, j'imagine que la température intérieure est un petit peu inférieure à la température extérieure, c'est ça? C'est ça, on est autour de 20-23 degrés. Ça va dépendre du satellite et de son besoin, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. D'accord. Est-ce que les conditions de propreté, justement, sont des conditions qui vont varier d'une charge utile à l'autre ou est-ce quelque chose qui est relativement standard? Alors, nous, on va proposer un standard et s'ils ont besoin d'une propreté supplémentaire, il va falloir mener des moyens supplémentaires dans les salles. Uhum. Donc là, tu as une photo de salle blanche. Donc, bon, elle est blanche en effet, mais c'est juste salle blanche, ça veut dire propre. D'accord. Donc, ça va vraiment dépendre voilà, du satellite. S'il a besoin une charge utile scientifique avec optique, va avoir besoin de plus de propreté. Ils vont mener des moyens supplémentaires, des caches des fois pour les optiques, et c'est eux qui vont amener ça et les retirer qu'au dernier moment. D'accord. Ok, ça marche. Cette salle est extrêmement propre. Elle a l'air très très grande aussi, c'est ça? On est très haut, on est sur du 22-25 mètres de haut à peu près. 25 mètres de haut, d'accord. Et est-ce que tu peux nous parler justement des éléments qu'on trouve dans cette salle?
Oui, alors ben, sur le côté, vous voyez qu'il y a une porte. Hein. Ces portes donnent sur le sas où Isabelle va livrer le conteneur. Donc, ça permet d'accéder directement. Une salle blanche ne donne pas sur l'extérieur directement. On a toujours des sas pour décontaminer, donc pour nettoyer. On vérifie que les conditions d'ambiance sont revenues correctement dans le sas avant de revenir et d'entrer dans la salle blanche. Là, on voit au milieu, on a des grands panneaux. C'est ce qu'on appelle des pare-éclats. C'est pour toute la partie de mise en pression des réservoirs et vérification du bon état des réservoirs d'ergols avant les remplissages. On va mettre ça devant les personnes et les moyens pour les protéger parce que la sécurité des personnes, c'est quand même une chose très importante aussi chez nous. Donc voilà, ça va servir à ça. Et ensuite, on peut avoir aussi des petites nacelles élévatrices aussi propres qui vont aider les personnes à faire leurs opérations en hauteur. On a un pont qui nous permet de transporter la charge utile, de la déplacer d'un moyen à un autre, etc. Voilà. On a pas mal de moyens de manutention en fait, surtout. D'accord, ok, ça marche. Et donc arrive quand même finalement ce fameux moment où on va ouvrir le paquet cadeau et sortir la charge utile. Exactement. Donc là, quand tout est propre, on a le droit d'ouvrir. Hein. Donc là, c'est les opérations, il faut bien comprendre, c'est pas nous qui les faisons, c'est les clients satellites, donc les clients constructeurs, qui vont venir et qui vont faire leurs opérations. Nous, on est là en support autour. On va les aider à manipuler ou à débloquer un pont ou à leur mettre à disposition les moyens qu'ils n'auront pas ramenés dans le bateau ou l'avion. Voilà. Et donc là, ils vont ouvrir le conteneur, ils vont vérifier avant que tout est bien, avant de le transférer sur son dolly. Je pense que c'est la photo suivante. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dolly? Alors, un dolly, donc un dolly de préparation, c'est un stand de préparation en fait qui permet de manipuler le satellite et de le poser. On ne le pose pas au sol. Et ça permet aussi de venir le déplacer. Tu vois, là, il est sur roulette. Il peut être sur différents moyens. Ça pourrait être des coussins d'air aussi. Hein. Certaines fois, on voit cette technologie-là, mais le plus courant, c'est sur roulette. Et ça permet de venir le déplacer dans le hall propre, le mettre à un certain positionnement dans la salle pour les différentes opérations qu'ils auraient à faire et aussi pour le transférer dans un autre hall propre si besoin. Voilà. D'accord. Et ça appartient au constructeur satellite. Le dolly appartient au constructeur. Oui, c'est un moyen spécifique à son satellite parce que c'est fait sur mesure pour son satellite. Ok, d'accord. Et alors ensuite ici on va le soulever, alors j'imagine avec des grues particulières qui sont intégrées au bâtiment. C'est ça, ce qu'on appelle des ponts. Donc tu vois, le pont, il est accroché à ce qu'on appelle un palonnier, on le voit, c'est la partie blanche, en fait, c'est le palonnier du satellite qui aussi appartient au constructeur. Et après, le palonnier est accroché sur le satellite avec des points d'ancrage bien particuliers pour pouvoir le soulever. Tout ça en très très petite vitesse, hein, on parle de quelques centimètres par minute. Voilà, pour pouvoir le transférer. Là, il est transféré de son dolly sur la partie composite qui sera assemblée sur le lanceur, sur ce qu'on appelle l'interface lanceur. D'accord. Avec visiblement énormément de personnes en dessous, autour, qui s'occupent un petit peu de tous les éléments, c'est ça? C'est ça, donc on va avoir la personne qui manipule le pont et on a les personnes qui font aussi tout ce qui est contrôle en fait, visuellement en fait, ils vont contrôler que tout se passe bien. Voilà. Donc là, tu vois une salle, comment ça se prépare. Hein. On installe vraiment beaucoup d'éléments. Tu as un dolly ou un stand de préparation. Tu as des différents équipements que le client amène. Tout ça, c'est ce qu'il y a dans les conteneurs qu'Isabelle amène chez nous. Ils vont les amener dans vraiment leurs conteneurs. Ils ont chacun leur équipement spécifique parce que c'est dédié au satellite. C'est avec leur réglage, avec voilà, c'est vraiment leurs moyens. Donc aussi du personnel spécifique au satellite qui va venir ou vous prenez en charge toutes les opérations? Il y a des personnels spécifiques qui viennent pour ça, pour réaliser les opérations. Nous, on est vraiment en support logistique pour typiquement leur ouvrir la porte. Hein, ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Pour leur mettre à disposition l'énergie, pour leur mettre à disposition les fluides qu'ils vont avoir besoin, que ce soit de l'azote ou de l'hélium, par exemple. Voilà, ce genre de petites choses, on va faire. On va leur mettre à disposition après le matériel pour le remplissage aussi en ergol pour équiper les personnes. D'accord. Alors, juste une petite seconde, je te propose de faire une pause parce qu'il reste un peu moins de 20 minutes avant le décollage et on va juste aller jeter un petit coup d'œil sur justement l'état du lanceur. Nous avons une magnifique vue ici sur le moteur Vulcain qui se trouve donc sur l'étage principal, l'étage central. Visiblement tout est bon, tout est prêt encore, on reviendra régulièrement, on jettera un coup d'œil sur tout ce qui se passe. Pour l'instant, les conditions ont l'air d'être bonnes,
C'est vraiment de bon augure. Allez, on continue notre petite découverte. Alors, pourquoi est-ce que des astronautes viennent travailler avec toi? Alors, je vous rassure tout de suite, on n'a pas Thomas Pesquet qui vient en salle. Non, Ah, c'est alors ce dommage. sont des personnes. Dommage, oui. Oh non, ce sont des ergoliers en fait, donc c'est des personnes qui vont remplir en carburant, ils vont faire le plein du satellite, hein, en vulgarisation. Et là, nous, on va les aider à s'équiper. Toutes ces tenues-là, on les a chez nous, on va les entretenir chez nous et on va aider les personnes à s'équiper. C'est des tenues très lourdes, très contraignantes. Vous voyez, ils se mettent à plusieurs hein, quand même pour équiper les personnes. Et ils vont être hermétiques, ils vont être protégés dans l'ambiance de la salle. En fait, s'il y a des vapeurs toxiques qui se répandent, ils vont être complètement isolés de ça et protégés aussi. Et ils vont respirer via un tuyau connecté sur le bâtiment, comme un scaphandre qui pourrait aller sous l'eau en fait. D'accord. Là, tu nous montres justement un de ces fameux ergoliers en train justement, en train de remplir le satellite, hein. C'est bien ça. En fait, on remplit le satellite en carburant à ce moment-là. Exactement, on fait le plein dans ces salles-là avec évidemment des contraintes différentes de sécurité. Ils n'ont que eux dans le bâtiment. Le bâtiment est évacué entièrement pour qu'ils puissent faire leurs opérations dans la plus grand calme, on va dire. Et ils sont connectés, ils ont une phonie en fait pour les personnes qui les drivent, qui leur lisent la procédure et qui leur donnent des étapes à faire en fait et à réaliser. Là encore, j'imagine pour chaque satellite, on a des quantités particulières, des produits particuliers, des carburants C'est ça. particuliers. Donc, quelque chose qui est. En fait, tout est fait sur mesure. Exactement. Nous, on s'adapte vraiment aussi à chaque satellite. Certains vont avoir, qu'on appelle bi ou mono-ergol, donc un ou 2 carburants différents. On va s'adapter à chaque fois à leur quantité, à ce dont ils ont besoin, à la durée des remplissages en fonction de qui vient faire le remplissage parce que c'est des équipes dédiées à ça. C'est pas les mêmes durées, c'est pas les mêmes process et nous, à chaque fois, on s'adapte pour, faire au mieux que le bâtiment soit configuré complètement comme il faut, pour qu'il puisse travailler, correctement. D'accord. Donc, tout à l'heure, lorsque nous avions notre ami Paul Ricard qui demandait à quel moment est rempli en ergol le satellite, donc voilà, c'est à ce moment-là. Et ça se passe, comme tu le disais, dans l'un des bâtiments qui se trouve à l'arrière pour que, là encore, en toute sécurité, s'il se passe quelque chose, on puisse vraiment confiner l'incident. Exactement, voilà. On éloigne vraiment des personnes, des bureaux, et cetera, pour au cas où s'il y a un accident, on limite le nombre de personnes dans la zone de danger. Ok. Et une fois que tout est bon, qu'est-ce qui se passe? On jette le satellite dehors? Pas tout à fait. On va le transporter dans ce que nous on appelle un conteneur charge utile, hein, communément, TU3 ou TU2, qui est une salle blanche en fait, tractée par un camion et donc on va venir pousser le satellite qui est mis d'abord sur une palette, donc palette à coussin d'air. On va venir le pousser, le mettre dans ce conteneur-là et ce conteneur va gentiment rouler, heu, vers le bâtiment d'assemblage final, par exemple, si c'est une Ariane. Donc là, voilà, on voit des personnes qui poussent la palette et hem et qui viennent rentrer délicatement le satellite. Là, c'est nos opérateurs et c'est nous qui réalisons l'opération. Ce n'est pas le client satellite parce que c'est un moyen que nous opérons. Donc, on est en charge, particulièrement mon équipe, on est en charge de cette opération et du bon déroulé sous l'œil avisé et important du client. D'accord, qui reste toujours effectivement là pour superviser les opérations avec vous. Voilà, exactement. Il vérifie que tout se passe bien et c'est lui aussi qui peut nous donner un no-go s'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, qui pourrait nous dire non, on part pas parce que pour telle et telle raison. Voilà. Ok. Et toujours ces portes absolument gigantesques d'une vingtaine de mètres de haut qui s'ouvrent et qui se referment au passage de la charge utile. Oui, exactement, voilà, on va transférer, via ces grandes portes, qui nous permettent de passer des charges utiles de n'importe quelle taille, on va dire. D'accord. Et une fois que la charge utile a atteint la salle suivante, cette salle-ci, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la prépare déjà pour la prochaine charge utile qui arrive? Oui, alors en fait, on va demander au client d'évacuer, hein. Il a en moyenne 3 jours pour, vider la salle, enlever tous ses équipements à lui et nous, on va déconfigurer, remettre en mode nominal et si une charge utile arrive, dans la foulée, on configure pour la charge utile suivante. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Et ça, c'est quelque chose qui finalement ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on est en train de préparer une chose, on est en train d'anticiper la phase suivante ou l'autre charge utile.
Exactement, on en a toujours, si on n'est pas enfin, on peut être en campagne en train de préparer déjà la charge utile suivante qui arrivera 1 mois après ou 2 semaines après ou voilà. D'accord. Et on a quasiment fini. Il nous reste 2 petites images. Et puis on va arriver à T-10 minutes, aussi ce moment crucial où on fera le gros point météo. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors on voit, bah, le conteneur charge utile, hem, donc bah, vous voyez en fait, tiré, par un camion, donc une, salle blanche roulante, hein, en fait. Les températures, hygrométrie et propreté sont contrôlées en permanence durant le roulage. On roule à 15 km/h à peu près et on l'amène, du coup, les grandes portes qui s'ouvrent, ce sont les, portes, du bâtiment d'assemblage final d'Ariane 5. Voilà, on va l'amener dans ce bâtiment-là pour après qu'il soit hissé sur le lanceur ou mis sous coiffe. Toi, ton travail s'arrête au seuil de ces portes, c'est ça? Non, il s'arrête une fois qu'on a ouvert. Donc ça se passe généralement le soir, parce que nous, il fait chaud en fait, en Guyane et le conteneur, on préfère le transférer de nuit pour pas avoir le soleil qui tape dessus, D'accord. et pour moins faire forcer la climatisation, on préfère transférer si possible de nuit, sachant que pour nous, il fait nuit à 19h. Donc on transfère à 19h généralement dans ces créneaux-là et après le lendemain matin, souvent très tôt, on arrive pour, réouvrir le conteneur une fois que, bah, en fait, le sas est propre, il met la nuit à le régénérer, à être nettoyé entièrement et ensuite on peut venir ouvrir la porte et venir sortir le satellite. Une fois que le satellite est sorti sur sa palette, là, c'est Arianespace qui reprend la main et moi je passe la main à mon homologue côté Arianespace. Donc voilà, là, l'ouverture de la porte, on tire la palette dans l'autre sens par rapport à ce qu'on vient de faire et on laisse le satellite, à une position déterminée par les opérateurs qui prennent la main dans la foulée. On signe le bon de sortie et ensuite on s'occupe de la charge utile suivante. Exactement. D'accord. Merci beaucoup à toi. Merci, c'est vraiment absolument passionnant. Le temps est toujours bon. L'activité dans la salle de DDO, suite à un rouge ensemble de lancement, le temps d'écran sera arrêté à moins 7 minutes. Eh bien, nous avons un rouge sur l'ensemble de lancement. Un problème qui peut être un problème technique, qui peut être un problème logiciel. Donc on va attendre, effectivement, voir un peu ce qui se passe. Nous, évidemment, nous allons continuer à discuter ensemble. On verra un peu ce qui se passe. Alors notre fenêtre de lancement est une fenêtre qui est relativement large. Lorsqu'on prévoit une heure de lancement, il y a souvent, alors ça va dépendre des lancements, des tirs, de la configuration, de l'orbite, de ce qu'on veut faire, mais il y a une fenêtre dans laquelle on peut se permettre effectivement d'attendre avant de lancer. Donc nous allons encore, il n'y a pas de report pour l'instant, nous avons juste toujours le temps de lancer. Donc on va attendre un petit peu avec tout le monde. Ça tombe bien parce que Mathilda, j'ai plein de questions qui ont été posées dans le chat et donc justement ça nous permet de discuter un peu tous ensemble. On verra un petit peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? À tous de DDO, arrêt du décompte suite à un rouge ensemble de lancement. Que tous les moyens restent prêts pour la reprise de la chronologie à I0-7 minutes en cas de retour au vert. Ok, donc la chronologie est arrêtée à T-7 minutes. On attend que le problème soit réglé. On parlait tout à l'heure du DDO. Eh bien, vous venez justement d'entendre sa voix. C'est lui, ce fameux chef d'orchestre, qui est là aussi pour arrêter le décompte en cas de problème technique. Donc ce compte à rebours est stoppé, mais je tiens à préciser une nouvelle fois que les opérations sont continuées. Les opérations continuent et donc nous on va continuer aussi notre live sereinement. Alors nous avions une question de Oleos Twitch qui demande: les derniers tests des panneaux solaires sont-ils aussi impressionnants dans les salles blanches avant la fermeture de la coiffe? Alors, les panneaux solaires ne sont pas testés chez nous. Enfin, ne sont pas déployés chez nous comme on pourrait l'imaginer ou le voir. Ils sont généralement faits chez le constructeur parce que ça demande des structures très lourdes. Donc, c'est généralement pas fait chez nous. Ça arrive que certains constructeurs bien spécifiques fassent ça dans nos salles blanches, mais en règle générale, c'est pas fait dans nos bâtiments. D'accord.
Donc ça ne se passe pas forcément chez vous. Alors du coup, effectivement, ta deuxième question, Oleo Switch, que se passe-t-il si un problème est rencontré, par exemple un panneau solaire qui ne s'ouvre pas bien? Est-ce qu'il y a une incidence sur le planning de lancement? Alors le panneau solaire, c'est pas chez toi Mathilda qui sera ouvert, mais est-ce qu'il peut y avoir des problèmes suffisamment importants pour retarder par exemple le jour de lancement? Oui, bien sûr. On peut avoir différentes anomalies, que ça soit côté lanceur ou côté interface lanceur, ça peut être côté satellite. Alors, on fait tout pour regagner le temps. On a des petites marges des fois dans les plannings qui nous permettent de ne pas impacter le J0. Nous, on va mettre tout en œuvre pour que les clients puissent résoudre leur anomalie, leur mettre le matériel à disposition. S'ils ont une anomalie, ils n'avaient pas, c'est pas prévu, ils n'avaient pas forcément le matériel. Nous, on peut leur prêter des moyens de laboratoire, d'analyse, etc., qui puissent réaliser la finalité de leur test complètement chez nous et pouvoir dédouaner quoi que ce soit et être rassurés sur l'anomalie et pouvoir la résoudre. D'accord. Isabelle, pareil, j'imagine aussi que de ton côté, tout ne se passe pas forcément toujours parfaitement sur des roulettes au cours du voyage et qu'il faut aussi composer avec les aléas qui peuvent être très variés. Oui, on peut avoir des reports de vol de 24 heures où on est prévu quelques heures avant pour des problèmes techniques de l'avion ou pour des problèmes météo, c'est déjà arrivé. Et donc dans ces cas-là, le client nous tient au courant et on décale l'organisation au lendemain ou en tout cas à l'heure et à la date qu'il nous indique. D'accord. Je reste pour une autre question avec toi, Isabelle. Tu nous parlais tout à l'heure justement de déplacements, des déplacements qui sont très loin, qui sont internationaux. Du coup, j'imagine que en termes de douane, ça se passe pas aussi facilement que lorsque moi je vais à l'aéroport. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette partie-là? Donc le client doit nous fournir un certain nombre de documents qui vont nous servir à dédouaner la marchandise. Donc on fait une déclaration en douane. Et comme c'est du matériel qui est censé repartir, que ce soit dans l'espace ou dans le pays de provenance, ça repart, ça quitte le territoire guyanais. Du coup, ça rentre en admission temporaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit taxe d'appliquer. D'accord, effectivement. Pareil, on peut avoir des problèmes à la douane, comme pour une valise? Alors oui, là, dernièrement, une cliente m'a dit qu'elle avait... Alors, c'est pas en Guyane, hein, à Orly, elle voyageait avec son satellite en bagage accompagné. Et au passage de la vérification des bagages, etc., on lui a demandé d'ouvrir la valise avec le satellite dedans. C'était soit elle ouvrait, soit ça partait en soute. Donc, bah, ils ont ouvert. Attends, elle voyageait avec son satellite dans une valise? Oui, c'est des tout petits satellites voyagent en bagage accompagné, c'est-à-dire qu'ils voyagent avec un passager. Donc c'est ces fameux nanosatellites qui font quelques dizaines de centimètres de long pour quelques kilos à peine de large, hein, c'est ça? C'est ça. D'accord. Nanosatellites qui peuvent aussi être envoyés par une Ariane 5 ou ce serait casser une noix avec un marteau-piqueur? Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Personnellement, j'ai toujours fait des nanosats sur une Vega. Mais après, pourquoi pas sur Ariane, s'il y en a vraiment beaucoup. D'accord. Ça peut être éventuellement rajouté à deux charges utiles principales si c'est compatible avec la configuration du vol. Honnêtement, je ne pense pas. J'en sais rien, mais je ne pense pas. D'accord. Chaque lanceur a son utilité et ça, c'est quelque chose qui a toujours été le cas. C'est ça. D'accord, ok. Je refais un petit point sur le mur d'image opérationnel, le MIO. Nous sommes toujours pour l'instant rouge sur l'autorisation de lancement. J'ai vu dans le chat différentes personnes qui demandaient quelle était la durée de la fenêtre de lancement pour aujourd'hui. C'est une durée qui est assez large, hein, qui est de l'ordre de 1h30 maintenant. Donc nous avons largement le temps de patienter pour vérifier que tout se passe bien, que les conditions sont optimales et qu'on peut faire effectivement ce lancement tel qu'il a été prévu. Du coup, on va revenir tous ensemble pour s'intéresser aussi à la deuxième vidéo qui se trouve en haut à droite. Donc en haut à gauche, on avait le pas de tir. En haut à droite, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il se passe dans cette salle toute rouge?
Oui, allez, je me lance. Ce sont tous les opérationnels qui sont impliqués sur, vraiment le lancement au moment du J0. Donc tu as tout un tas de métiers, en fait, différents. Donc tu vas avoir le directeur des opérations, évidemment, mais tu vas aussi avoir, toute la partie optique vidéo, là, qui te permet d'avoir ces images, qui va gérer toute la retransmission des images pour les différents flux et pour aussi, les films techniques qui suivent. Tu vas avoir toute la partie logistique de la base qui vérifie que, on a bien toute l'énergie qu'il nous faut, partout sur les différents sites, que ça soit dans les EPC où il y a toujours des clients actuellement et ils ont besoin, d'électricité, donc c'est contrôler en temps réel que ça fonctionne correctement. Tu vas vraiment avoir de la qualité forcément qui suit, tout ça et voilà, tout un tas de métiers et tu as également les clients. Tu as les représentants des clients qui sont dans cette salle également. Voilà. D'accord, il s'agit du CDC, hein, c'est ça? C'est ça. Le CDC, donc le centre de contrôle, avec ces fenêtres qui séparent, j'imagine, la partie opérationnelle et puis la partie client qui se trouve derrière, c'est ça? La partie, oui, salle VIP, en fait, spectateurs, donc il y a des clients et des personnes qui ont eu leur billet pour assister, au lancement. Toute personne qui a eu la chance d'avoir son ticket d'entrée, voilà. Alors du coup, je te pose la question parce que ça va certainement intéresser les différents internautes qui suivent ce lancement. Est-ce que n'importe qui peut prendre un ticket dans le CDC? Est-ce qu'il faut l'acheter quelque part? Est-ce qu'il y a une agence de voyage qui propose ces tickets? Comment ça se passe? Sur le site du centre spatial guyanais, en fait, quelques jours ou quelques semaines avant le lancement, en fait, ils vont proposer les différents sites qui sont accessibles et il faut s'inscrire. Vous recevez un mail si c'est accepté en fonction, du nombre de personnes. Tout le monde ne peut pas en avoir évidemment, mais ils vont sélectionner les personnes qui sont retenues. Donc voilà, et c'est gratuit. Faut assister gratuitement au lancement. Il faut juste se prendre à l'avance pour réserver sa place. D'accord. Donc si on est de la métropole, c'est venir et ensuite croiser les doigts pour pouvoir rentrer dans cette salle. C'est ça, exactement. Mais sinon, déjà de la plage de Kourou, le lancement est exceptionnel. Donc, vraiment, enfin, voilà, il y a d'autres sites qui sont accessibles sans billets, et cetera. Donc, on n'a pas forcément le centre de contrôle, évidemment, mais la plage de Kourou est déjà un très bon site pour voir un lancement, surtout d'une Ariane. D'accord. C'est ce que j'allais dire, Isabelle. Il y a aussi différents endroits à l'extérieur qui permettent à différentes distances de pouvoir observer un lancement. Oui, il y a des sites, comme disait Mathilda, il y a des sites qui sont sur invitation, des sites rapprochés. Et là, c'est vraiment, c'est assez fabuleux. Hein. Quand on a la possibilité, c'est vraiment, vraiment très, très, très impressionnant. Et après, il y a des sites qui sont accessibles sans invitation, en libre accès et qui sont aussi assez sympas. Il y en a certains qui demandent un peu de marche, mais notamment en haut de la montagne des Singes, il y a un site d'observation où on a une belle vue d'ensemble sur le CSG, mais c'est une demi-heure de grimpette. D'accord. Donc ça, c'est plutôt pour les plus sportifs d'entre nous. C'est ça. Ok. Nous avons INS Vidéo. Alors, peut-être une question un peu technique qui demande pourquoi il y a une fenêtre de lancement pour une orbite géostationnaire si par définition la cible finit par rester fixe par rapport au pas de tir. J'imagine que là on est sur des points de mécanique spatiale qu'on va peut-être pas forcément approfondir ce soir. C'est ça? C'est ça. Ah oui, Moi, je pas la réponse. Ok. Effectivement, alors on peut rappeler quand même que la particularité d'une orbite géostationnaire, c'est une orbite très spéciale qui se situe donc à 36 000 km de la surface de la Terre. Et en fait, la vitesse de révolution des satellites autour de la Terre dépend de leur altitude. Plus ils sont bas, plus ils tournent vite. Thomas Pesquet, qui est à 500 km d'altitude à peu près, fait le tour de la Terre en 1h30. Et puis plus on s'éloigne, plus on tourne doucement. Et à 36 000 km, eh bien, les satellites tournent exactement à la même vitesse que le sol, ce qui fait que vu depuis le sol, eh bien, ce satellite semblera immobile en permanence au-dessus de notre tête. Et donc immobile par rapport au sol, c'est l'origine du mot géostationnaire.
Et donc il y a plein d'avantages à positionner des satellites en orbite géostationnaire, entre autres justement comme aujourd'hui des satellites de télécommunication, puisque par exemple lorsqu'on pointe son antenne vers le ciel, eh bien, c'est quand même très pratique d'avoir un satellite qui reste toujours au même point dans le ciel au-dessus de nous et qui permet justement à l'antenne, une fois qu'elle est pointée, de rester pointée définitivement. Donc c'est pour ça que cette orbite, on a beaucoup de satellites de télécommunication parce que c'est effectivement assez facile à pointer. Alors effectivement, on ne peut pas avoir une fenêtre de tir très large d'une demi-journée ou d'une journée, parce qu'au bout d'un moment, on n'est plus effectivement au-dessus du point qu'on veut atteindre. Après, pourquoi est-ce que spécifiquement là, on a 1h40 et pas 1h20 ou 1h60? Je pense, mon cher INS Vidéo, qu'il faudra peut-être demander ça au prochain invité lors de notre prochain lancement. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et tu seras averti des prochaines fois où on pourra discuter de tout ça. Voilà, on en profite pour faire un petit peu de pub pour la chaîne, ça vaut toujours le coup. Alors, on continue avec ce temps d'attente, il faut qu'on soit sûr que tout a été réglé. Je voulais vous poser une question à toutes les deux, parce que là encore, nous avons peut-être des jeunes personnes qui nous suivent et qui ont peut-être envie de faire des études pour avoir votre poste. Est-ce que vous pouvez toutes les deux nous parler de votre parcours et de ce qui a pu vous amener ici? Qu'est-ce que je fais si j'ai 17 ans et que je veux m'occuper justement de l'intégration des charges utiles? Alors moi, j'ai commencé quand j'ai eu mon bac, donc à l'époque ça s'appelait un bac scientifique option sciences de l'ingénieur. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Donc voilà, bac avec spécialité maths, et je suis partie en prépa, classe préparatoire dans un lycée, et c'est 2 ans intensive avec à la clé un concours. À la suite du concours, j'ai eu une école qui s'appelle, moi c'est l'ICAM, l'Institut catholique des arts et métiers, une école qui se fait normalement en 5 ans, mais j'ai intégré en 3e année, et à partir de là, j'ai fait ingénieur généraliste, mais on est plus orienté mécanique et production. Pas tellement spatial, même si on a des cours de spatial auxquels on peut s'inscrire. Voilà. Et ensuite, j'ai fait mon stage en fait au CNES Toulouse sur un nanosatellite j'ai eu la chance de voir voler depuis la Guyane. Et ensuite, je suis arrivée en Guyane 1 an et demi après avoir travaillé sur ce nanosatellite. J'ai postulé en Guyane parce que je rêvais de venir ici et de voir une Ariane 5 surtout. Et voilà. Donc il faut cursus ingénieur à peu près classique, on va dire. Cursus ingénieur, d'accord. Cursus ingénieur et la passion de cette partie spatiale, évidemment. Avoir des étoiles dans les yeux quand on voit un lanceur Ariane 5 décoller. Exactement. La motivation fait que quand on va chercher certains postes, on va s'enseigner sur ces postes-là, et qui fait que forcément, on accroche plus en entretien avec les personnes qu'on a en face, de toute façon. Donc voilà, la passion avant tout. D'accord. Isabelle, est-ce que tu as un parcours un peu différent ou quelque chose d'assez similaire? Non, moi j'ai un parcours un peu atypique, je pense, puisque j'ai fait un doc de droit, j'ai arrêté. J'ai fait une formation en commerciale dans laquelle il y avait un module sur les incoterms. Et du coup, pour valider ma formation, il y avait un stage de 3 mois à faire que j'ai fait chez un transitaire à Paris qui faisait du projet industriel. Et en gros, moi j'ai tout appris sur le tas. Mais il existe des écoles. D'accord. Donc une partie plus expérimentale, mais pas moins intéressante, on est d'accord. C'était très intéressant, et moi j'ai appris la pratique directement finalement. D'accord, ok. Donc effectivement, 2 parcours qui sont très très différents, mais qui sont très intéressants. Si ce problème que nous avons vu et si ce rouge des opérations est toujours maintenu, eh bien, nous allons, d'ici quelques minutes, on aura le temps de prendre une ou 2 questions encore d'ici là, mais si le décompte n'est pas repris, eh bien, nous ferons une pause dans le stream, donc la diffusion ne s'arrêtera pas
Juste on fera une pause, on mettra un petit écran de pause, histoire que voilà, on puisse baisser un petit peu la pression, boire un petit coup, vous aussi, chez vous, nous aussi, là où nous sommes, se désaltérer et puis reprendre lorsque le DDO dira que c'est possible de reprendre. Voilà, donc je vous préviens, il est possible que d'ici quelques minutes, on mette le stream en pause, mais surtout évidemment restez avec nous. Dès que les opérations reprendront, eh bien, on sera de nouveau ici et on reprendra évidemment le live. Voilà. Est-ce que, alors pour terminer, je vais regarder les questions, si vous avez de nouvelles questions à nous poser. Quelle est la charge utile la plus imposante envoyée par Ariane 5 nous demande Helios Twitch. Oui. Ça va dépendre en pesant de ton taille ou en poids. Eh bien écoute, on a le temps de parler de la taille et du poids. Quelles sont les deux plus grosses que toi tu aies vues en taille et en poids? Alors moi en taille c'est le James Webb. Poids c'était je pense un satellite de télécommunication pour le Brésil. Parce que le James Webb était très grand mais pas forcément le plus lourd. Et je sais qu'Ariane 5 a envoyé les ATV, comme c'était pas du géostationnaire, faisait une 20aine de tonnes, il me semble, au total. D'accord. On peut, comme en orbite plus basse, ils ont pu envoyer plus de poids, évidemment. Ok. Mais j'ai pas eu la chance de voir les ATV. Peut-être une prochaine fois. Oui, faudrait qu'elle reprenne le programme. D'accord. Nous avons Fred Moissac qui nous demande qui est le DDO ce soir. Est-ce que vous savez qui est le DDO ce soir? Oui, c'est Raymond Price. Alors, je suis désolé Mathilda, il y a une petite coupure. Est-ce que tu peux répéter le nom? Pardon, c'est Raymond Boisse, le DDO. D'accord, voilà. Tout à l'heure, nous avons vu des moteurs Vulcain, nous demande TB6. Ils peuvent aller jusqu'à 1500 tonnes de poussée ou plus. Alors, si je ne m'abuse, est-ce que vous avez la réponse? Non. Alors, si je me rappelle bien, je dirais 10 fois moins quand même. Je crois qu'on est plus aux alentours des 130 tonnes de poussée que des 1000. Voilà. Après, il y a différentes unités. Il y a les kilonewtons et les tonnes de poussée. Il y a un facteur 10 entre les deux. Mais si je ne me trompe pas, je vérifierai pendant la pause que nous allons lancer maintenant. Je vérifierai ça, mais il me semble que le moteur Vulcain a une poussée d'environ 130 tonnes. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Dernière petite question pour vous. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter, quelque chose qui s'est passé dans le cadre de votre travail et qui vous paraît intéressant à raconter à nos spectateurs? Isabelle, tiens, par exemple. J'en ai une intéressante, c'est sûr, mais drôle en tout cas. Un client attendait un accessoire qu'il a fait venir en fret aérien. Quand il a ouvert la caisse, il a eu la surprise de trouver un landau pour bébé. Il y avait eu une petite erreur d'aiguillage au niveau du hub aérien à un des transferts d'aéroport avec un landau. Et du coup, il s'est retrouvé avec un landau. Effectivement, j'imagine que ça fait une petite surprise. Est-ce que Mathilda, tu as aussi une anecdote à raconter sur ton travail en Guyane? Moi, beaucoup moins drôle, mais comme je te disais, donc j'ai travaillé sur l'intégration d'un nanosatellite et j'ai fini quelques mois avant le lancement. Et ils sont venus par la suite en Guyane. Donc j'ai retrouvé mes collègues en Guyane. Je l'ai pu les voir en salle et voir le satellite intégré, voir le lancement, prendre l'avion pour Toulouse et aller voir les premières acquisitions à Toulouse. Donc c'était un beau moment aussi, assez émouvant d'avoir travaillé longtemps sur un satellite et voir la finalité en fait. Oui, c'est-à-dire que tu as pu vraiment suivre toute l'étape de la vie du satellite, depuis la conception, la construction, le lancement et l'utilisation. Son utilisation est terminée maintenant ou il continue à fonctionner? Oui, sa durée de vie est terminée, mais il est toujours en vol.
mais en veille parce que voilà, on a fini sa mission. D'accord. Donc on attend qu'il redescende dans l'atmosphère et qu'il se désintègre. En général, quand on a des nanosatellites, c'est en général une destruction qui est quasiment toujours complète, hein. Il n'y a rien qui arrive jusqu'au sol. Oui, exactement. Ok, d'accord. Une petite précision juste avant la dernière question de Fred Moissac. Au niveau des questions, nous sommes tous absolument ravis que justement ce vol vous intéresse et que les invités vous intéressent aussi. Faites attention effectivement à une chose, c'est que nos invités sont, comme toutes les personnes qui travaillent ici au CSG, sont des spécialistes, des personnes qui travaillent dans des domaines très particuliers. Donc effectivement, essayez juste de cibler un petit peu les questions plutôt dans les domaines de spécialité de nos invités, parce que c'est vrai que personne n'a les réponses à toutes les questions possibles et imaginables. Donc voilà, on est vraiment sur cette partie logistique, transport, déplacement, intégration. Après, pour les parties méca-spatiales, vraiment on essaiera de faire ça sur un autre live un peu plus tard. Ah, j'ai cru entendre le DDO, non? Non. Ok. Fred Mossack nous demandait, Isabelle s'occupe-t-elle des charges qui arrivent par bateau aussi ou juste par avion? Isabelle, on est d'accord que tu fais les deux types de transport. Tout à fait, tout à fait. Ok. Eh bien écoutez, dans la mesure où pour l'instant il semble que l'on soit toujours en pause, ce que nous vous proposons maintenant, eh bien, c'est justement de mettre notre écran de pause quelques instants, le temps justement que tout soit réglé. N'hésitez pas à continuer à interagir dans le chat, à poser des questions s'il y en a certaines qui vous viennent en tête. Et puis lorsque les opérations reprendront, eh bien, nous reviendrons, nous répondrons à vos questions et je l'espère, nous pourrons assister au décollage de ce lanceur Ariane 5. Merci beaucoup à tous de votre passion, de votre intérêt. Ça fait toujours plaisir et chaud au cœur de vous voir ici avec nous. Surtout, restez bien avec nous et on se retrouve après une petite pause lorsque les opérations reprendront. À tout à l'heure.
Eh bien, nous voici de retour. Et comme vous le voyez, le MIO est de la couleur qu'on adore. Tous de DDO, suite au retour au vert des moyens lanceurs. Le nouvel H0 visé est 21h50 00 TU. Le temps décompte démarrera à 21h43 00 TU. Très bien, 21h43 TU, c'est donc 18h43 heure de Kourou et 23h43 heure de Paris. 23h43, c'est-à-dire dans 6 minutes. Voilà, donc les opérations semblent prêtes à reprendre et ça, eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Mathilda, Isabelle, on a encore le temps de discuter ensemble, tous les trois, avant que tout ça ne reprenne. Alors j'ai quelques questions. Une question de Anna qui demande quel est le plus gros souci, Isabelle, que tu aies jamais rencontré dans l'acheminement d'une charge utile. Alors, c'était pas vraiment un souci. C'était pas vraiment un souci. On n'a jamais eu vraiment, enfin, en tout cas, moi, des campagnes que j'ai traitées, vraiment quelques gros soucis, ou quelques surprises parfois, où un client nous annonce, nous envoie les plans et nous annonce un conteneur satellite d'une forme bien particulière. Et quand on ouvre l'avion et qu'on regarde ce qui est dedans, c'est pas du tout le conteneur satellite qui était annoncé. Donc, il a fallu improviser sur place et heureusement, on avait anticipé et pris du matériel au cas où. Une surprise mais voilà, c'est plus une surprise qu'un souci, ça s'est quand même bien terminé. C'est-à-dire tu ouvres et tu n'as pas ce que tu attends, c'est ça? C'est ça. C'est pas la bonne boîte, c'est pas la bonne boîte. Ça doit toujours être assez bizarre. Question. J'imagine. Nous attendons, nous vous tenons évidemment au courant, nous attendons le nouveau H0, hein, nous attendons l'heure précise hein, qui sera donnée. Voilà, ça devrait arriver d'une minute à l'autre. Une autre question, qu'est-ce qu'on ressent quand on voit son bébé de 10 tonnes s'envoler et partir au loin? Un boulot de centaines d'heures prendre vie en quelques minutes. Alors nous, c'est des bébés qu'on vit pendant quelques semaines. Hein. J'imagine que c'est pas tout à fait la même émotion que des gens qui ont travaillé 10 ans dessus. Mais déjà, beaucoup de soulagement de voir que on a fait notre travail correctement et que ça en est arrivé là, hein, nous et toutes les équipes en fait. Et surtout, beaucoup d'émotions parce qu'un lancement, c'est quand même super beau, les vibrations qu'on ressent, enfin tout ça. Moi, chaque fois, j'ai des étoiles dans les yeux et je pense que je m'en lasserai jamais. Voilà. D'accord. Ça fait toujours plaisir à voir, en tout cas à entendre cette passion justement dans la voix du personnel. On pourrait imaginer qu'au bout d'un moment on finit par être blasé de tout ça et que finalement on sort même plus la tête de la fenêtre pour regarder un décollage. Qu'est-ce qu'il en est au CSG? On finit par s'habituer ou on a toujours cette petite émotion? Moi, je pense qu'on a toujours surtout cette petite émotion. Là, tout le monde est parti ce soir voir le lancement. On se souhaite tous un bon lancement, alors que on n'est pas dans les équipes ça, mais on se souhaite tous un bon lancement parce que on a tous travaillé en fait. Hein. Toutes les équipes qui sont sur le CSG bossent d'une manière ou d'une autre pour le lancement. Donc, on est content que ça fonctionne. On est content de les voir partir parce que c'est toujours des moments magiques et uniques. Hein. On a beaucoup de chance en fait de les voir. Donc, je ne pense pas qu'on arrive à se lasser, mais peut-être qu'au bout de 40 ans, je ne sais pas. D'accord. Il va falloir attendre quelques années. Isabelle, tu es d'accord? Ah oui, clairement. C'est toujours un spectacle, c'est fabuleux. Hein, ça file des frissons. En fait. D'accord. J'ai de nouvelles informations. Le nouveau H0 est donné pour 18h50 heure locale à Kourou
à Kourou, pardon, c'est-à-dire 23h50 heure de la métropole. La reprise de la chronologie se fait donc 7 minutes avant, puisque le DDO nous l'avait dit, le compte à rebours avait été arrêté à T-7 minutes, donc la reprise de la chrono se fait à 18h43 heure guyanaise, c'est-à-dire 23h43 heure de la métropole, c'est-à-dire dans 2 minutes. Voilà, dans 2 minutes, reprise de la chronologie, et normalement dans 9 minutes, eh bien, nous assisterons enfin au décollage pour lequel nous sommes tous réunis ici. Voilà. Est-ce qu'il faut suivre une ou plusieurs formations supplémentaires à cause des ergols? Est-ce que vous savez comment on fait pour devenir ergolier d'ailleurs? À tous de DDO, attention pour la reprise du temps des comptes. Ergolier, en fait, il y a différents métiers. Donc, tu as ceux qui sont en salle, qui sont souvent plus des techniciens qui ont une formation spécifique ergol, matières dangereuses, etc. Et il y a une partie de personnes plutôt ingénieurs qui vont faire la procédure et la dicter en temps réel et suivre les opérations en caméra et comment ça s'appelle par téléphone, début de la séquence finale lanceur. RF. Le nouvel I0 est 21h50, 00, temps universel. Voilà, et excuse-nous Mathilda de t'avoir coupé. La chronologie est lancée. Voilà, cette chronologie est relancée, il reste donc encore 7 minutes. Et à 50, il est 43, à 50 normalement, eh bien, nous pourrons décoller, bien évidemment. Le DDO nous préviendra quelques minutes avant, justement, de la fin de ce compte à rebours. Pardon, je t'ai coupé Mathilda, je te laisse terminer. Il n'y a pas de souci, non, voilà, c'est juste, il y a différents métiers dans une équipe d'ergoliers, donc pour trouver des gens qui sont techniciens avec des qualifications spécifiques ergol et des ingénieurs aussi avec une formation orientée, développée dans le cadre de leur entreprise pour être habilités à suivre des personnes manipulant des ergols. D'accord, ok. On va regarder de nouveau sur la chaîne Twitch, regarder un petit peu ce qui se passe. Apparemment, les personnes qui sont restées sont très très contentes que tout ça ait repris. Ça, c'est une bonne chose, effectivement. On espère que tout va bien se passer. On croise les doigts. Le premier décollage d'une Ariane 5 en 2022. Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de la suivante de Ariane 6? Les préparatifs vont bon train actuellement au centre spatial? Pour 258, tu parles? Alors justement, ma question c'est est-ce que le lanceur Ariane 6, il a été annoncé que le premier lancement d'une Ariane 6 ne se ferait pas en 2022 mais en 2023, mais du coup tout est en train de se préparer au CSG aussi pour ce nouveau lanceur. Oui, sauf qu'on ne sait pas, pour l'instant, on sait qu'on n'en sait pas beaucoup plus. Ouais, on attend encore, et il y a encore beaucoup de questionnements qui se font par rapport à ça. Je vais revenir sur une dernière chose, juste avant qu'on arrive à la minute finale avant le lancement. On parlait tout à l'heure d'une mission qui nous a quand même tous fait rêver, qui était justement ce fameux James Webb. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des spécificités justement de cette mission? Tu le disais tout à l'heure Mathilda, c'est certainement l'une des charges utiles les plus longues et les plus grandes qui étaient chargées dans une Ariane, mais vous dans votre travail, est-ce qu'il y avait des particularités pour cette mission? Oui, au niveau du transport, c'est une mission qui était très longue puisqu'on a commencé la préparation 1 an avant l'arrivée effective. D'accord, effectivement, c'est relativement long, avec un matériel qui j'imagine, là aussi, était assez spécifique, c'est cela? Oui, du fait de la taille et de l'encombrement, en fait, ils sont venus avec leur propre remorque et leur propre tracteur.
D'accord. Donc on a eu la chance de voir un joli camion américain traversé par Yakabo. Ok. Et du coup, pour tout ce qui te concerne à toi, ben, là encore, des papiers supplémentaires, des, des formalités différentes aussi, et là encore, le besoin, une fois de plus, de s'adapter à ces conditions. Oui, il a fallu discuter avec les autorités locales pour pouvoir rouler sur le territoire français avec une remorque qui n'avait pas la norme CE. D'accord. Donc une organisation qui sera différente. Au niveau des conteneurs aussi, du coup, une partie conteneur, stockage qui est propre aussi à cette mission? Alors, ils sont venus avec énormément de matériel, donc on a dû également anticiper la logistique de tous ces conteneurs, indépendamment du conteneur satellite lui-même, hein. Ils sont venus avec vraiment, vraiment beaucoup de matériel, donc il a fallu trouver des zones de stockage pour les conteneurs vides. Et il y a eu beaucoup de noria de conteneurs entre les différents lieux de stockage qu'on avait envisagés. D'accord, effectivement. Donc quelque chose qui restera dans les mémoires, c'est ça? Oui, ça c'est sûr. Tout à l'heure, je reviens vers toi, Mathilda. Tout à l'heure, nous avions au MIO un rouge dans la partie ensemble de lancement. Est-ce que tu pourrais, sans forcément rentrer dans les détails, nous dire à quoi correspondait cette case? Alors, ça peut correspondre à beaucoup de choses en fait, mais c'est vraiment tout ce qui va pas être le lanceur. Donc, ça va être par exemple la table en fait sur laquelle repose le lanceur. Tu peux avoir plein d'anomalies potentielles dedans et on voit donc juste le rouge pour dire qu'il y a une anomalie quelque part. Il ne détaille pas forcément sur ce tableau-là. Et voilà, ça va tout ce qui est autour du lanceur en fait qui peut avoir des anomalies parce que c'est encore en interface avec le lanceur jusqu'au décollage. D'accord. Euh, Table de lancement, donc on est d'accord que c'est la partie horizontale qui se trouve en dessous du lanceur. C'est juste pour En remettre un petit dessous peu. et Tous de juste DDO, attention pour moins 1 minute. Eh bien, nous arrivons à T-1 minute. Je vais mettre Top, l'écran. à 0 moins 1 minute. Je mets le plein écran et à partir de maintenant, nous coupons les micros et nous vous laissons profiter de ces dernières secondes avant le lancement.
quelle beauté ce lancement! Qu'est-ce que c'est joli! Je vous ai vu toutes les deux pendant que Propulsion est nominale. l'image du lancement était envoyée en plein écran et ça faisait plaisir à voir. Je crois que ce frisson, nous l'avons absolument tous eu au même moment. C'est aussi quelque chose qui nous relie et cette passion, elle est vraiment extraordinaire. Cela fait maintenant plus de 3 minutes effectivement que le que le lancement s'est déroulé, excusez-moi l'émotion. Il va bientôt être temps maintenant de nous séparer. Si vous voulez continuer Pilotage à calme, voir trajectoire nominale. Si vous voulez continuer à voir la suite de ce vol, eh bien, je vous encourage d'ores et déjà maintenant à basculer vers la chaîne YouTube d'Ariane Espace qui va vous être indiquée une nouvelle fois dans le chat. Je voudrais vous remercier énormément. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Mathilda de nous avoir éclairé, de nous avoir montré tout ce travail qui est fait par toutes ces équipes derrière pour que justement on arrive à un lancement aussi impressionnant que celui qu'on vient de voir ce soir. Donc merci beaucoup à toutes les deux. Et puis, eh bien, nous vous remercions aussi, vous qui êtes venus pour nous écouter, pour partager ce moment avec nous ce soir. Voilà, je vous laisse maintenant basculer, je vous le disais, sur la chaîne YouTube d'Ariane Espace. Merci encore une dernière fois à tous du fond du cœur. Et puis, eh bien, continuez à regarder le ciel, l'espace et restez curieux. Merci et au revoir.